Bonjour à tous, merci d'être là de bon matin, enfin bon matin, ça va encore, à cette conférence. Donc le thème de la conférence, comme l'a expliqué le présentateur, c'est chance, préparation, adaptation, la place de chacun en situation de survie. L'idée, c'est que on va essayer de passer en revue ces trois aspects de la préparation en situation de survie. Je vais parler de situation de survie au sens large, situation de survie, situation de crise. Donc ça peut être dans la nature, moi c'est un peu plus mon créneau, ça peut être au domicile, ça peut être en ville, ça peut être des crises géopolitiques plus larges, enfin voilà, c'est un peu d'actualité en plus. Du coup, qui je suis pour parler de situation de survie? Je m'appelle Éléonore donc, et je suis directrice d'une société qui s'appelle Time on Target. On organise des stages de survie en France depuis 2017 maintenant. La société a été créée un petit peu avant par mon collègue. On a à peu près 2000 stagiaires par an, donc j'ai quelques avis sur la question et sur la façon dont les gens gèrent les situations de crise. Alors en stage, c'est rare qu'il y ait des grosses situations de crise, mais ça peut arriver. Je suis monitrice de survie, accompagnatrice de randonnée. J'organise des aventures en France et à l'étranger et j'accompagne des expéditions, un peu moins depuis le Covid, mais pas mal avant. Surtout, moi, j'ai fait pas mal d'expéditions en Indonésie sur une île déserte. De base, j'étais infirmière depuis 2002, donc je suis plus en activité depuis 2017, depuis qu'on a créé la société, mais j'ai été infirmière donc pendant une bonne quinzaine d'années. J'ai été formatrice en premier secours, j'ai été formatrice dans le paramédical, donc tout ce qui est pédagogie, fonctionnement du cerveau et tout ça, c'est quelque chose que je maîtrise à peu près, et vous verrez, ça se ressent pas mal, c'est un gros aspect de la préparation mentale dont on va parler dans la conférence. Et puis à titre perso, je fais des expéditions, et du coup ça m'a donné la chance de vivre quelques vraies situations de crise, voire situations de survie, je pense qu'on peut le dire. Donc je vais évoquer quelques petites situations parce que ça permet d'appuyer mes propos encore plus. Donc la chance ou la malchance, est-ce qu'on peut vraiment compter sur la chance en survie? On va voir quelques exemples. Ce que j'ai fait, c'est que pour le coup, moi j'avais pas d'exemple personnel, donc j'ai pris des exemples de situations de survie vécues. Je vais vous prendre trois exemples de situations de survie vécues dans laquelle la chance aurait eu un rôle plus ou moins important. Alors autant vous dire, j'ai vraiment galéré à trouver des situations où seule la chance a permis à la personne de s'en sortir. On va faire un petit sondage déjà dans le public. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu une situation, alors soit une situation de survie, soit une situation de crise? Une situation de crise, c'est un moment très galère qui aurait pu vous mener à une situation de survie. Donc typiquement, je pars en rando en montagne, je vais me balader, je me suis perdue. Il y a un petit couac, petit caillou dans la chaussure, et puis la nuit commence à tomber. Et j'ai pas d'abri et j'ai pas de frontal. Là, il y a 2-3 problèmes qui commencent à se cumuler. En soi, c'est pas très grave. Je vais bien, j'ai bien mangé, je suis bien reposée. Mais ça peut vite migrer vers une situation de survie parce que si la nuit tombe et que je suis vraiment perdue en montagne ou si je me casse la figure et tout, il y a vite une accumulation de problèmes. Donc ça, c'est ce que j'appelle une situation de crise, dans la nature ou ailleurs. Donc, tous ceux qui ont vécu une situation de survie ou une situation de crise, vous allez lever la main. Ah, il y en a moins qu'hier, hein. Vous êtes... Pas grand monde qui a vécu une situation de crise. Okay. Gardez la main levée, les gens qui ont levé la main. Et maintenant, si jamais vous avez pu vous sortir de cette situation-là, si vous avez pu vous extirper de cette situation-là uniquement grâce à la chance, baissez la main. Il y en a un demi. T'es pas sûr? Un peu. Non, pas trop. Bon. Globalement, on voit, alors il y a moins de monde qu'hier qui a vécu des situations de survie, c'est un peu moins éloquent. Mais sur les personnes qui ont vécu des situations de crise, en tout cas dans le public, globalement, il y en a 0,5 qui ont été sauvés grâce à la chance. Donc j'ai pris un premier exemple, c'est le crash d'un vol d'avion qui a eu lieu en 87, qui a décollé. Il y a eu des problèmes au niveau des vérifications de sécurité qui ont été mal faites. L'avion a décollé et 14 secondes après son décollage, il s'est crashé sur l'autoroute qui était voisine. Il a tué 2 conducteurs au passage et il y avait 155 passagers. Il y en a 154 qui sont morts dans le crash de l'avion et dans l'incendie qui a suivi. Ils ont retrouvé juste un siège intact avec une petite fille dedans qui s'appelait Cécilia, qui a 4 ans. Et c'est la seule qui est restée en vie. Là,
pour moi, c'était un peu la seule situation que j'ai trouvée où c'est de la chance, parce que Cécilia, en l'occurrence, elle n'a rien fait pour se sortir de cette situation-là et pour être en vie, et elle est en vie. Donc il y a suivant les témoignages, suivant les récits, parfois ils disent que c'est la maman qui l'a protégée, parfois ils disent que c'est le siège qui a été un peu éjecté et qui du coup l'a sauvée. Elle a fait un petit peu de réanimation et aujourd'hui Cécilia va bien. Donc là, on peut dire que la chance a peut-être eu quand même un rôle, en tout cas pour elle, on peut estimer que c'est de la chance. Voilà, c'est la seule situation que j'ai trouvée où la chance a un peu un rôle. La chance, ça a quand même son importance. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle la pyramide de la survie, c'est la pyramide de Wiseman. Donc c'est John Lofty Wiseman qui a écrit plusieurs livres sur la survie et il a théorisé cette pyramide. C'est de quoi est-ce qu'on a besoin pour rester en vie. La base de la survie, ce qui est le plus important, le truc qui est hyper solide, c'est la volonté de vivre et le mental. Si vous n'avez pas l'envie de vivre, si vous n'avez pas la rage de vivre, si vous n'avez pas envie de vivre, vous ne vivrez pas, quelle que soit la situation. Ensuite, compétences-connaissances. Si j'ai envie de vivre mais que je n'ai pas les connaissances, ça ne va pas marcher. Donc ça vient après. Ensuite viennent les capacités physiques. Les capacités physiques, c'est important, de savoir courir, pouvoir marcher, pouvoir grimper un arbre. Mais si je suis un super coureur de marathon, bodybuilder, hyper balèze, hyper forte et tout ça, mais que j'ai aucune connaissance et aucune compétence, ça va me servir à rien. Je peux courir hyper vite, je peux être très grande, alors c'est pas mon cas, mais on va imaginer. Je peux être très grande et c'est pas pour ça que je vais être bonne, que je vais gagner un match de basket. Parce que si j'ai pas la compétence de savoir driller, de savoir viser et la connaissance du terrain, des trucs, des règles, ça me rendra pas meilleure. Et en dernier vient le matériel. Je peux avoir un super ballon de basket, c'est pas pour ça que je vais gagner un match, ça suffit pas. Donc le bon matériel, ça vient vraiment en dernier. Et quelque part, la chance, excusez-moi, la chance, elle intervient en fait en bas de la pyramide. C'est que croire en la chance, ça peut permettre d'entretenir l'espoir et ça peut permettre d'entretenir un peu cette volonté de vivre et cette envie de vivre. Deuxième exemple, un peu plus riche et que vous connaissez peut-être sûrement, certains d'entre vous ont peut-être vu le film. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous invite vraiment à le voir, ce film-là, parce que c'est un cas d'école en situation de survie et en enchaînement de situations de survie et de mauvais choix même. C'est la catastrophe de l'Everest de 96. En gros, c'est une expédition commerciale. L'Everest, ça commence à devenir super à la mode. C'est cool de faire l'Everest quand on a les moyens de le faire. Et clairement, sur l'Everest, ça bouchonne. Les conditions météo sont assez mauvaises, donc la fenêtre d'ascension, la période pendant laquelle on peut faire le sommet est assez courte. Donc tout le monde se retrouve à devoir faire l'Everest, le sommet, sur une durée de temps très très courte. Il y a plusieurs expéditions commerciales, donc plusieurs chefs d'expédition qui gèrent leur groupe. Et forcément, il y a un peu de concurrence. Donc en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et ils veulent tous y aller en même temps. Donc, ça pousse un petit peu. Premier choix, ils maintiennent quand même le départ. Il y a 2 expéditions qui arrivent à se mettre un petit peu d'accord. C'est celle de Rob et de Scott. Ensuite, il y en a quand même, ils commencent à partir. Il y a 2 premiers clients qui font un œdème du poumon. C'est un problème qu'on peut avoir en altitude. Alors j'ai mis Rob, mais en fait c'est Scott, je me suis trompée. Scott fait les allers-retours pour les ramener au camp de base, pour leur permettre d'être pris en charge par l'équipe médicale. Il veut un petit peu montrer que lui, il en a, que lui, il est balèze, dans la pyramide, là, les capacités physiques et tout. Donc il fait les allers-retours et déjà, il s'épuise vraiment à faire ses allers-retours. C'est un truc un peu surhumain, donc c'est déjà balèze. Ensuite, ils ont une défaillance du système radio. Leur problème, ils n'arrivent pas à communiquer avec le camp de base. Mais finalement, quand on va dans la zone de la mort à 7000 mètres ou plus d'altitude, est-ce que d'avoir des communications avec la sécurité et avec les secours, est-ce que c'est vraiment important? Eux, ils se sont dit que non. Donc, ils ont choisi de maintenir l'expédition malgré le fait qu'il y avait un système de communication qui était défaillant. Un des clients fait une ophtalmie des neiges, donc c'est la réverbération des UV sur la neige qui fait qu'on devient aveugle. Et donc, il le laisse sur place en disant « T'inquiète pas, Beck, on revient te chercher dans une demi-heure, t'attends ici et puis on revient te chercher. » Donc, il laisse Beck tout seul au milieu de la montagne, dans une zone où le corps ne peut que aller vers la dégénérescence et ne peut que mourir. Il fait peut-être moins 30, moins 40, tout va bien.
Ensuite, il passe par un des derniers passages avant l'ascension de l'Everest qui s'appelle le Hillary Step. Il y a des cordes qui sont censées être mises en place, des cordes fixes pour permettre de faciliter l'ascension des clients. Les cordes fixes n'ont pas été mises en place par les guides avant, qui n'ont pas bien fait leur travail. Donc ça bouchonne un petit peu plus et du coup, ils crament pas mal d'oxygène déjà. Il y a quelques clients qui décident de faire demi-tour à ce moment-là, c'est quasiment les seuls qui vont revenir en vie de l'expédition. Les autres finissent par arriver au sommet malgré toutes ces péripéties avec 3 heures de retard sur la fenêtre d'ascension. Le problème, c'est que ces 3 heures de retard sur la fenêtre d'ascension, quand on arrive trop tard au sommet de l'Everest, déjà c'est que la moitié. Le sommet, c'est que la moitié de l'expédition, ça on s'en souvient. Souvent, on a le but à atteindre et on oublie qu'après il y a l'autre moitié à redescendre. Il y a une météo qui est très mauvaise qui est annoncée derrière. Donc si on se retrouve en pleine tempête, en plein blizzard au sommet de l'Everest, c'est un peu compliqué. Il y a la chaleur qui peut faire bouger les glaciers et tout ça, et donc la descente devient très très dangereuse. Donc ils ont 3 heures de retard, c'est déjà compliqué. Et Doug, il y a un des clients qui a du mal à faire l'ascension, qui est en mal aigu des montagnes assez avancées, qui est vraiment pas bien, mais Doug, il a payé très très cher. C'est sa 2e expédition à Everest et la première a été un échec. Et donc il veut quand même faire le sommet. Et il sait que lui prend de l'âge et que lui, il n'aura pas les moyens de se payer une 3e ascension, donc c'est sa dernière chance. Donc son guide, Rob, il se dit, écoute Doug, je t'emmène quand même faire le sommet de l'Everest, on va quand même le tenter, on va y arriver, pour toi je le fais. Donc le guide, il traîne son client qui est en mal aigu des montagnes assez avancées, il le porte littéralement pour l'emmener au sommet de l'Everest. Ils y arrivent. Pour la faire courte, sur la redescente, Doug meurt assez rapidement de son mal aigu des montagnes. Ils n'ont plus d'oxygène, ils essayent de demander au secours de l'oxygène, la fenêtre météo est passée depuis longtemps. La météo est trop mauvaise, ils ne peuvent pas être ravitaillés en oxygène. Et quelques temps après, Rob, donc le guide, meurt parce qu'il décide de ne pas laisser le corps de ne pas abandonner son ami. En fait, il aurait dû le laisser sur place et chercher à redescendre. Il n'a pas voulu le faire, donc il décède dans les mêmes conditions. Pendant ce temps, il y avait Beck qui était resté avec son ophtalmie des neiges tout seul. Il a croisé les clients qui redescendaient. Les clients lui ont dit, attends, Beck, viens avec nous. Non, il y a Rob qui arrive, je l'attends. Donc, quand tu croises quelqu'un à plusieurs milliers de mètres d'altitude, en plein blizzard et dans la neige, qui a une ophtalmie des neiges et qui commence à être pas très très bien, c'est peut-être pas la meilleure idée de le laisser là tout seul. Donc ils l'ont laissé. Finalement, il arrive ensuite à redescendre le lendemain avec des gelures. Il a perdu les 2 mains, il a perdu les oreilles, un morceau du nez parce qu'il a des gelures très avancées et tout ça, mais voilà. Retard, pas de bouteille d'oxygène, l'approvisionnement. Alors là, est-ce que c'est un cas d'école? Alors oui, Scott, le second guide aussi, qui décède en tentant d'aller les secourir parce qu'il s'est épuisé déjà dans tous ses allers-retours et tout ça. Là, on voit qu'il y a une succession de plein de malchance. Alors, est-ce que c'est de la malchance? Ouais, pas trop, hein. On n'est pas trop sûr. C'est plus une succession de mauvais choix. L'idée, c'est qu'en fait, il y a 2 principes qui collent complètement à cet exemple-là. C'est ce qu'on appelle la LEM, la loi de l'emmerdement maximum. C'est une vraie loi. Et c'est un vrai truc qui arrive vraiment, et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Peut-être un peu moins qu'à l'Everest, mais vous l'avez forcément déjà vécu. L'idée, c'est que quand quelque chose de grave arrive, quand il y a un problème qui arrive, il y a toujours quelque chose de pire qui va arriver derrière. Et c'est l'effet domino. Je vous ai mis le petit dessin, l'effet domino. Si vous faites tomber le premier domino, derrière, il va y avoir une cascade de problèmes qui va vous arriver dessus. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, la loi de l'emmerdement maximum. Et on la confond souvent avec la loi de Murphy. La loi de Murphy, elle est un petit peu différente. C'est que tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Donc, ça n'arrive pas dans 100% des cas, mais l'exemple que j'ai pris, c'est la file à la caisse. Quand vous faites la queue à la caisse, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes toujours dans la file qui est la plus lente. Ouais. Visiblement, 100% des gens sont d'accord, c'est cool. Ça, c'est la loi de Murphy. Et la loi de Murphy, c'est hyper important parce que ça vous permet, quand vous vous préparez, peu importe la situation à laquelle vous vous préparez, une expédition, un bivouac, une randonnée, votre vie de tous les jours à la maison, un séjour dans un pays étranger, un séjour à Paris. Pour certains, c'est déjà l'aventure de passer, moi j'en fais partie, quelques jours à Paris. Il faut envisager le pire pour s'y préparer. Et le fait de se préparer au pire, si ça arrive, on n'est pas trop pris au dépourvu. Donc ça, c'est la loi de Murphy qui permet de le dire. Et en plus, si vous y êtes prêt et que vous savez déjouer les plans de ce truc qui vous arrive dessus, ça vous évitera de tomber dans la loi de l'emmerdement maximum. C'est plutôt cool. Dernier exemple, beaucoup plus récent, puisque ça date de l'année dernière, c'est Antonio Senna. C'est un pilote professionnel de 36 ans.
qui est d'origine, je ne sais pas quoi, d'Amérique du Sud, mais en tout cas, il a vécu beaucoup dans la jungle, il faisait pas mal de scoutisme, pas mal de bivouac avec ses amis dans la forêt amazonienne, donc il connaît plutôt bien l'environnement, et il s'écrase au-dessus de la forêt amazonienne. Si jamais l'histoire vous intéresse, il a écrit un livre qui est sorti cette année, qui est assez bien documenté, donc c'est une bonne source de lecture. Donc il se crache au milieu de la forêt amazonienne. Il a le réflexe de récupérer quelques ressources dans la carlingue de l'avion avant que l'avion ne prenne feu. Et puis ensuite, il fabrique un petit camp dans les bois, enfin dans la jungle. Il fait du feu, il trouve de l'eau, il la filtre, il va chercher de la nourriture, il connaît quelques ressources. Il sait que pour démarrer son feu, 80% d'humidité, tout ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà démarré un feu dans la jungle, mais c'est un peu une aventure quand même vraiment. Tout le bois est pourri, c'est toujours compliqué. Lui, il sait que telle liane, elle produit une sève qui est hyper inflammable, un peu comme de la résine de sapin, et du coup, il peut démarrer un feu grâce à ça et tout ça. Et il fait son petit campement. Et puis, la vie se passe plutôt pas trop mal, hein, enfin, comme quelqu'un qui s'est craché en avion, mais pas trop mal sur ce camp. Au bout de 6 jours, il se dit que personne ne va le retrouver, donc il va falloir qu'il quitte ce campement. Donc il se souvient qu'il a survolé un fleuve, et qu'il l'a survolé, et que du coup le soleil était à peu près là, donc il doit être situé à l'est du fleuve, et que s'il part toujours en direction de l'est, il devrait rejoindre un village ou quelque chose, la civilisation. Donc tous les matins, il regarde de quel côté se lève le soleil, et il suit cette direction-là, puisqu'il sait que c'est l'est. Pas besoin d'être un grand expert en survie pour savoir que le soleil se lève à l'est. Et du coup, si on suit toujours un petit peu cette direction-là, on va à minima pas tourner en rond. Il tourne quand même un peu en rond parce que c'est pas si simple que ça et tout, mais 36 jours plus tard, il arrive à 27 km de là, c'est long, pour rejoindre les secours. Et lui, quand on entend son témoignage, il dit vraiment que c'est la chance, qu'il a eu de la chance et que c'est un miracle, qu'il est miraculé. Donc, au début, on m'a vendu ce témoignage, j'avais fait une petite demande sur les réseaux sociaux et tout ça, et est-ce que vous avez des témoignages, des exemples de situations pour la chance? On m'a dit, ah bah lui, il a eu vraiment beaucoup de chance. Et puis lui, quand il parle, Antonio, quand il parle de son expérience, il dit qu'il a eu de la chance, qu'il est miraculé. Moi, quand je lis ça et quand je vois son histoire, je ne vois pas beaucoup de chance, mais alors je vois une sacrée maîtrise de son environnement, des bons choix, une bonne analyse, une capacité de recul sur ce qui arrive et de réflexion. Alors le fait qu'il ait déjà été en partie préparé à dormir dans les bois et tout, ça a sûrement beaucoup aidé, parce que cette situation-là n'a pas été vécue comme génératrice de stress. Quand il témoigne, il dit « Chacun de nous a une force que nous ne connaissons pas encore. Le vainqueur n'est pas le plus fort ni le plus rapide, mais celui qui n'abandonne pas. » Je l'ai remise là parce que ça permet d'appuyer un peu la pyramide de Wiseman. Là. Celui qui n'abandonne pas, c'est celui qui a la volonté de vivre. Et puis finalement, le plus fort et le plus rapide, c'est chouette, mais ça ne suffit pas. Donc l'idée là, c'est de savoir saisir sa chance. Alors lui, il trouve qu'il a eu de la chance. Moi, je trouve qu'il a surtout su la saisir. Il a de la chance parce qu'il y a des lianes qui produisent de la sève et tout ça. Mais lui, il a su les identifier, il a su les prendre et les utiliser. C'est un peu la loi de l'attraction. On dit, ouais, les gens qui ont de la chance, ils ont tout le temps de la chance, mais en fait, c'est des gens qui s'ouvrent aux opportunités et qui sont capables de les saisir. C'est pas le hasard. C'est juste qu'on est dans un bon mindset et on est réceptif à ces trucs-là. Et donc, vous, en situation de survie ou en situation de crise, il faut apprendre à observer. On va voir que ce n'est pas si simple que ça, et à être opportuniste, à provoquer votre chance. Donc la préparation, on dit souvent la préparation, c'est 80% de la réussite. Je ne vais pas vous dire quoi préparer, parce que les situations sont hyper vastes. Si vous voulez vous préparer à quelque chose de plus survie chez vous, vous allez vouloir peut-être vous préparer plus à des catastrophes au domicile. Est-ce que vous êtes près d'un cours d'eau? Est-ce que vous êtes sur une zone sismique? Est-ce que vous êtes près d'une entreprise avec des risques Céveso? Est-ce que, comme moi, vous êtes beaucoup en forêt et du coup, vous préférez vous préparer à des risques naturels, à vous perdre, à un problème météo et tout ça? Là, on pourrait y passer des semaines, on n'aurait pas la réponse. Donc le contenu de la préparation, c'est à vous de le théoriser. Moi, je vais vous expliquer comment on peut se préparer. Donc le stress de survie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des stress de survie qu'on a tous plus ou moins connus ces dernières années, depuis le dernier salon. Qu'est-ce qui se passe quand on est en stress de survie? Ce qui est important, c'est de comprendre et d'analyser ce qui se passe, comment notre cerveau y réagit, et ça va nous permettre de nous préparer de manière adaptée. L'objectif du stress de survie, c'est quoi? Le corps, il s'est affûté au fur et à mesure des millénaires, et le cerveau s'est préparé au fur et à mesure des millénaires pour nous permettre de rester en vie.
Donc un stress de survie, c'était quoi il y a quelques millénaires? C'était soit un truc qu'on pouvait éventuellement manger, soit un truc qui pouvait éventuellement nous manger, soit un truc contre lequel on ne pouvait même pas lutter. Donc il y a 3 réponses, le corps humain il se prépare à 3 réponses. L'attaque, j'ai une chance de m'en sortir, j'ai une chance de le manger ou de le tuer. L'attaque. Deuxième réponse, la fuite. J'ai envie de m'enfuir et j'ai envie de partir très loin. Troisième réponse, la sidération. Parce que le cerveau, il sait qu'il ne peut pas lutter, qu'il ne peut pas tester. Alors, sidération, moi je parle pas mal de béatitude parce que je l'ai déjà vécu et j'ai déjà échangé avec plusieurs personnes qui ont vécu des vraies situations de survie. Et il y a un côté hyper... on est dans l'acceptation en fait du truc. Et un côté super zen et super détendu. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, quand on a besoin d'attaquer, de fuir, ou encore plus quand on est en béatitude, on n'a plus besoin du cerveau. Le cerveau, il va se couper quasiment complètement. On va voir pas complètement, mais quasiment complètement. Le cerveau ne marche plus. Par contre, on a besoin de gros bras, de gros quadris pour pouvoir s'enfuir et de réactions rapides. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Des charges d'adrénaline, on connaît tous à peu près le fonctionnement. Du coup, on a quoi? On devient agressif. Des fois, les gens, ils s'énervent, on est un peu sous stress et tout ça. Si vous avez des gens qui sont sous stress, ils s'énervent, ils deviennent agressifs. C'est pas contre vous, c'est juste qu'eux, ils sont débordés par leurs hormones. La fuite. Ah, ça me casse les pieds, là, je m'en vais et tout. On laisse tout tomber parce qu'on a envie de s'enfuir. Et la sidération, c'est la biche dans les phares de la voiture. Le problème, c'est que ces 3 réponses-là, aujourd'hui, elles ne sont pas forcément adaptées à une situation de survie. Quand je reçois ma feuille d'impôt et que je suis hyper vénère, si je la déchire et que je la détruis, ça ne va pas résoudre mon problème. Si je la jette et que je m'enfuis, je dis, on verra ça plus tard, ça ne va pas résoudre le problème. Donc j'ai besoin d'arriver à prendre du recul pour reprendre le contrôle sur la situation. La sidération, il y a une espèce d'acceptation. En gros, moi, quand j'ai vécu cette situation-là, je me suis fait charger par un jaguar. Et du coup, il y avait une espèce de béatitude. Mon corps, enfin mon esprit peut-être plutôt, s'est dit, bon, de toute façon, Jaguar, Éléonore, c'est même pas la peine d'essayer ni de s'enfuir, ni de taper dessus. Donc, béatitude, résignation. Je me suis dit, de toute façon, c'est l'heure pour tout le monde un jour. Tout le monde meurt. J'ai fait des trucs cool dans ma vie, j'ai quand même bien profité et tout. Et ça y est, c'est l'heure. C'est un peu triste, mes enfants, ils vont grandir sans leur maman, mais c'est bon, voilà, c'est l'heure. Mon corps, lui, il n'était pas d'accord parce que pendant que mon cerveau se disait ça, mon corps, il était déjà en train de courir très très loin. Il y a eu une espèce de dissociation, alors que je savais très bien que ce n'était pas la bonne réponse à avoir et tout. Mais voilà, ça a dû durer fraction de seconde. Mon cerveau a repris un peu le dessus. Je me suis dit, j'ai une machette dans la main parce que j'étais en train de layonner et tout. Bon, je peux peut-être mourir dignement. Je me suis retournée. Il s'était déjà figé, donc il ne s'est rien passé. C'était pas une vraie attaque, c'était juste une manœuvre d'éloignement. Ça a bien marché, mais voilà. Du coup, le cerveau, ça se passe comment au niveau du cerveau? Le premier petit dessin, alors vous savez peut-être pas, c'est de l'adrénaline. Réaction chimique, c'est l'idée, qui vient agir au niveau du corps pour nous permettre d'avoir des gros muscles. On passe un peu en mode Hulk, des gros muscles, des grosses cuisses, des gros bras, hyper rapide, pas très malin. Le cerveau marche plus, parce qu'on n'a plus besoin du cerveau, on n'a pas besoin de réfléchir, on a besoin d'être rapide. Et notre cerveau, il marche comment? Il a 2 types de mémoire. Notre cerveau, il a une mémoire qui est une mémoire volontaire. C'est toutes les dates, les événements que vous avez vécus dans votre vie, le nom de vos proches, les adresses, le goût des fraises, le fait que vous n'aimez pas quand il fait froid, que l'eau s'est mouillée. Toutes les infos que vous allez engranger, elles sont dans cette mémoire volontaire. Je l'ai dessiné des petits casiers là. Plus les infos elles sont anciennes et plus elles vont être dans les casiers du bas, plus les infos elles sont récentes et plus elles vont être dans les casiers du haut. Donc forcément de mobiliser et de chercher des infos dans les dossiers qui sont tout en haut, c'est beaucoup plus facile que dans les dossiers du bas. Si je vous demande de réciter vos leçons, alors peut-être que vous allez vous en souvenir, mais de CM2 ou de 6e, vous allez avoir du mal à vous en souvenir. Par contre, ce que vous avez fait hier, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous en souvenir. Et si vous mobilisez souvent les infos, vous allez les faire remonter dans les dossiers au-dessus. C'est l'avantage de réviser, c'est l'intérêt. C'est pour ça que souvent, quand on fait des formations, des trucs comme ça, on vous dit c'est bien de réviser de temps en temps, c'est bien de réactiver les connaissances. Les premiers secours, c'est bien de temps en temps de faire une révision. Tous les ans ou tous les 2 ans de faire une petite révision et tout, ça permet de faire remonter les infos dans le tiroir du haut. Et il y a un deuxième type de mémoire, c'est la mémoire procédurale, la mémoire des gestes. On peut la comparer à votre chaîne YouTube. Vous avez un petit téléphone portable avec toutes vos vidéos YouTube.
plus vous aurez d'automatismes. Chaque automatisme, chaque routine, c'est une vidéo YouTube. La vidéo YouTube, elle est très facilement accessible. Vous commencez à taper le premier mot de recherche dans le champ de recherche, vous accédez tout de suite à la vidéo, vous cliquez sur lancer, la vidéo, elle se lance. Elle se lance comme vous l'avez apprise, puisqu'elle a été enregistrée. Le seul problème, c'est que la vidéo, une fois qu'elle est lancée, elle est assez dure à stopper. Et une fois qu'elle a été stoppée, elle revient au début, c'est assez dur de la reprendre en cours de route. Donc la vidéo, la procédure, la routine, elle se lance en intégralité. Ça ne vous demande pas d'effort, vous pouvez faire autre chose, mais elle est assez dure à reprendre en cours de route. La routine, vous en avez tous, des procédures, des routines. Le trajet de votre domicile à votre lieu de travail. Tous les jours, j'imagine que vous faites domicile-travail, en transport en commun, en voiture, à pied, peu importe. Ça, c'est une routine, parce que pendant que vous faites ce trajet-là, vous pouvez penser complètement à autre chose. Vous n'êtes pas du tout dans votre trajet, dans votre réflexion de trajet et tout ça. Vous pouvez penser à d'autres trucs. Je suis sûre que ça vous est arrivé à tous, enfin j'espère parce que je me sentirais un peu seule sinon. Vous êtes sur votre trajet du domicile au travail, mais sauf qu'aujourd'hui vous devez aller chez le médecin. Vous n'allez pas au travail, mais la routine commence pareil, c'est le même itinéraire. Sauf qu'au lieu d'aller tout droit au stop, vous devez tourner à gauche pour aller chez le médecin. Si vous n'y réfléchissez pas, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver sur votre lieu de travail sans même vous en rendre compte. Il y a plein de gens à qui c'est arrivé. On a lancé la routine, on a lancé la vidéo YouTube et on l'a oubliée, elle a tourné en fond. Et on a complètement oublié de faire pause parce qu'en fait, on ne voulait pas lancer la vidéo YouTube, on voulait aller chez le médecin. Ce n'était pas la vidéo « je vais au boulot ». Donc c'est un peu l'idée. On va voir comment est-ce qu'on peut... Donc quand le cerveau est sous stress, les petits tiroirs, ils ne fonctionnent plus. Impossible d'accéder à une info ni rien. Impossible de faire un calcul mental un petit peu compliqué. Impossible de réfléchir. Mais par contre, on peut lancer plein de vidéos YouTube. Donc là, vous allez avoir 2 grandes actions à mener. Renseigner un maximum de vidéos YouTube. Plus vous avez de routines, plus vous avez de procédures et plus ce sera facile parce que vous aurez plein de réponses à plein de problématiques qui peuvent vous arriver. Et la deuxième chose, ça va être d'arriver à faire baisser le stress pour reprendre le contrôle sur votre mémoire volontaire et à réaccéder à vos petits tiroirs pour dégripper tout ça. Donc premier point, créer des automatismes, des routines. L'idée, c'est qu'on ne maîtrise que ce qu'on répète. Pour créer une routine, il faut répéter un maximum de fois les gestes. Ensuite, il faut standardiser. Le fait de standardiser, de faire toujours un peu les mêmes façons de faire, d'avoir toujours... Moi, par exemple, l'exemple que je prends, la photo, là, c'est l'organisation de mon sac. Quand je pars en forêt, mon sac, il est toujours organisé de la même façon. On a un atelier sur le stand de TOT, non, c'est pas tout à l'heure, mais c'est dans 14 heures, je crois. On a un atelier sur la confection du sac. Vous verrez comment je remplis mon sac. C'est très, très protocolé. J'ai des petites pochettes avec des codes couleurs et tout ça. Mais demain, si j'ai quelqu'un qui est blessé dans mon groupe, que je me suis perdue, que je suis fatiguée, que je n'ai pas mangé depuis 24 heures et que je suis comme ça parce que je suis sous stress, je vais quand même facilement retrouver mon kit feu qui est dans la pochette orange, mon kit secours qui est dans la pochette rouge. Chaque élément est à sa place et du coup, j'ai standardisé, j'ai créé une routine dans le fonctionnement de mon sac. Donc créer des habitudes, c'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire, les militaires appellent ça driller. C'est le drill c'est de l'entraînement, c'est créer des réflexes. On combat comme on s'entraîne. Les vidéos YouTube, vos routines, vous allez les enregistrer et vous allez les reproduire à l'identique. Donc, en premier secours, typiquement, on dit il faut s'entraîner. Par exemple, si vous apprenez à gérer une hémorragie, faites-le avec des gants. Parce que si à l'entraînement, vous vous entraînez à gérer une hémorragie sans gants et que vous vous dites oui, mais je le sais, aujourd'hui, tu es reposé, tu vas bien, tu es dans des bonnes conditions, tu n'es pas sous stress, donc oui, tu le sais. Demain, quand tu seras sous stress, qu'il y aura une vraie victime, qu'il y aura du sang à gérer, qu'il y aura des complications autour, que tu as la lème qui te tourne autour, tu ne sauras plus. Ton cerveau, il va plus fonctionner. Donc c'est important de s'entraîner à la perfection. Et c'est un truc qui marche bien si vous avez des examens où vous avez un exercice pratique à présenter. Entraînez-vous pendant votre stage à le faire à la perfection. Et le jour de l'examen, même si vous êtes sous stress, vous le referez à la perfection. Donc voilà, s'entraîner à réaliser les gestes à la perfection, ça c'est hyper important. La deuxième chose, c'est le cerveau il ne marche pas bien, et on va lui faciliter la tâche. On va lui donner une petite béquille, on va l'alléger. C'est un autre acronyme que j'aime bien, c'est Keep it stupid simple. Garder les choses faciles, accessibles à quelqu'un de débile, évidentes. Si les choses elles sont plus faciles, votre cerveau il aura moins besoin de rentrer en œuvre pour les mettre en action. Là, le petit exemple, la petite photo, c'est mon tarp, parce que moi je monte souvent mon tarp et tout ça.
c'est le petit nœud de Prusik. C'est un petit nœud que je fais qui me permet de tendre mon tarp. Ce petit nœud-là, je le fais à la maison. J'ai une fêtière, j'ai une cordelette où il y a déjà les petits nœuds dessus qui est prêt, préparé à l'avance à la maison. Et quand j'arrive sur le terrain, j'ai plus qu'à déplier ma corde. À 2 petits mousquetons, je fixe mon tarp, 4 sardines. En 1 minute 10, mon tarp il est monté. Si les choses elles sont faciles, du coup je repousse le moment où je vais avoir besoin d'utiliser mon cerveau. En fait, c'est un peu l'idée. Donc facilitez-vous la tâche sur le matériel. Prenez du matériel facile à utiliser, simple, avec 1 ou 2 procédures, 1 ou 2 techniques. Tout doit être simplifié à l'extrême. Si les choses sont trop compliquées, vous ne le ferez pas. Troisième chose, vous pouvez créer des ancrages émotionnels. En créant des ancrages émotionnels, vous allez fixer de manière beaucoup plus durable les techniques, les connaissances associées, tout ça. L'idée, c'est les attentats du 11 septembre. Alors, il y en a devant à qui ça va moins parler, mais je suis sûre que si je vous demande qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez appris pour les attentats du 11 septembre, vous allez vous en souvenir. Il y a quelqu'un qui s'en souvient là? Oui? Qu'est-ce que vous faisiez du coup? Vous étiez à la maison avec les enfants. Alors madame, elle était à la maison avec les enfants quand elle a appris pour les attentats du 11 septembre. Je pense que dans votre vie, il y a beaucoup d'autres fois où vous étiez à la maison avec vos enfants et vous ne vous en souvenez pas forcément. Là, vous vous souvenez de ce moment-là précis. Il y en a qui peuvent être dans le bus, il y en a, moi je suis en train de faire du repassage, un truc qui ne m'arrive jamais, mais bon. Vous vous souvenez de ce truc qui est insignifiant dans votre vie parce que c'est associé à une émotion très très forte. Ça, c'est l'ancrage émotionnel. Du coup, pendant votre entraînement, pendant votre préparation, créez des ancrages émotionnels. Vous pouvez vous amuser. Si vous avez du fun, si vous vous amusez, vous allez ancrer de façon beaucoup plus durable les choses. C'est pas obligé d'être austère pour bien apprendre. Si vous prenez un livre qui est gros comme ça, comme un dictionnaire, et que vous devez l'ingérer, vous allez avoir beaucoup de mal à l'apprendre. Par contre, si le livre il est un petit peu rigolo, qu'il est illustré avec des dessins un petit peu sympas et tout, il va y avoir un truc et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus facilement. Vivez des émotions fortes. Des fois, on peut vivre des expériences très marquantes, très fortes, des choses assez difficiles, mais ça va vous permettre vraiment d'ancrer beaucoup mieux les connaissances qui sont associées ou les compétences. Illustrez avec des anecdotes marquantes, c'est un peu ce que j'ai fait là, mais vous, n'hésitez pas à chercher des anecdotes, des trucs, ça va vous permettre de vraiment associer la connaissance ou la compétence avec une anecdote. Et trouver des moyens mnémotechniques. Ces moyens mnémotechniques, ça va permettre d'ancrer beaucoup mieux la connaissance et de façon beaucoup plus durable. Et 4e moyen de soulager le cerveau, c'est une béquille, ça aussi. Mon cerveau il marche pas, c'est pas grave, je vais mettre ce qui peut pas rentrer à l'intérieur, je vais le mettre à l'extérieur. Donc je vais créer des petites fiches réflexes. Moi je fonctionne beaucoup avec des petites fiches réflexes, pour moi ou pour les groupes avec lesquels je travaille. L'idée c'est une fiche pense-bête quoi. Fiche réflexe, fiche pense-bête, mode opératoire. L'idée, c'est que cette fiche, elle va vous donner la procédure à suivre en cas de contexte dégradé. Alors, vous ne pouvez pas avoir des fiches réflexes pour tout, mais en tout cas, pour les trucs principaux qui peuvent vous arriver, ça, typiquement, comment se barricader efficacement, c'est une fiche réflexe que j'ai trouvée sur Internet et tout. Le gouvernement en fait en cas d'attentat, en cas d'incendie. Ils ont identifié quelques situations de crise qui pouvaient arriver. Et qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a des chiffres. Même si j'ai 2 de QI, j'arrive à suivre l'ordre des chiffres. Il y a des petits dessins, donc même si j'arrive pas à lire, je peux peut-être un petit peu saisir le sens grâce à ces petites icônes. Et il y a des ordres clairs, simples, entre 3 et 10 mots, un petit peu. On voit que le point numéro 7, il est le plus long. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en moins contrasté le reste du texte. Ce qui est important, c'est ce qui est contrasté. Si vous avez le temps, que vous le lisez chez vous tranquille, vous pouvez tout lire. Si vous êtes sous stress, vous pouvez lire juste le truc en gras, ça suffit. Donc ça, c'est bien. Créez-vous des petites fiches réflexes. Moi, j'en fais une, par exemple. Quand je pars en Indonésie, j'emmène les gens avec moi en expédition sur une île déserte. On part pendant une semaine. Et un des trucs qui peut arriver, c'est qu'on a besoin de prévenir les secours. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de réseau, forcément. Une île déserte, on est à 3 heures du premier village et tout. Donc, on a un téléphone SAT spécial, une espèce de balise où il y a un bouton SOS et tout. Mais il faut juste appuyer sur un bouton pour l'allumer, soulever un clapet, appuyer sur le bouton SOS. Il y a 3-4 manips à faire, c'est pas très compliqué. Mais le pas très compliqué, quand on a un QI d'huître, ça devient très compliqué. Donc, je fais une petite fiche réflexe. Le premier truc que je fais quand j'arrive sur l'île, c'est que je montre à tous les stagiaires comment ça marche. Je fais la manip avec eux, je leur fais faire, tout le monde l'a fait.
On est détendu, il n'y a pas d'ancrage émotionnel, on n'a pas répété le geste. Au bout de 6 jours, je suis sûre que tout le groupe a oublié comment fonctionne le téléphone SAT. Donc le téléphone SAT, il y a une petite fiche plastifiée, accrochée avec une ficelle au téléphone SAT, qui est un peu comme ça. Hein. 1, 2, 3. Petit 1, appuyez sur le bouton en haut à gauche. Il y a le dessin du truc avec une flèche petit 1. Pendant 4 secondes, attendez que l'écran s'allume. Petit 2, soulevez le clapet, parce qu'il y a un clapet où il y a écrit SOS, sous stress, je ne serais pas surprise qu'il y en ait qui essayent d'appuyer sur le clapet. Donc soulevez le clapet. Petit 3, appuyez sur le bouton SOS jusqu'à ce que la balise émette un son type alarme. Voilà, et il y a le dessin, il y a les 1, 2, 3, c'est assez simple. Les illustrations, c'est bien, à condition que ce soit pertinent. Ne faites pas des illustrations pour faire des illustrations, ça rajoute des infos en plus, c'est pas utile, quoi. Donc du coup, la survie, c'est hyper facile. En fait, si on prend Ron Wood, il nous dit il y a la règle des 3, c'est les trucs dont on a besoin pour être en vie. On a besoin d'air, on a besoin d'abri et de chaleur, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture et après, éventuellement, au bout de 3 mois, de contacts sociaux. Donc si je me prépare à ces 5 problématiques-là, je peux rester en vie toute ma vie et j'ai jamais de problème et tout va bien et je peux gérer toutes les situations de crise. C'est pas aussi simple parce qu'il y a des milliers de cas de figure, des millions qui gravitent autour de ça et je ne peux pas me préparer à chaque situation de survie, à chaque situation de crise. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir apprendre à faire face. Comment est-ce que je peux muscler mes capacités d'adaptation? Comment est-ce que je peux me rendre plus adaptable et plus souple et plus à même de répondre à une problématique, de faire face à une problématique que je n'avais pas prévue? Donc, le premier truc, c'est de faire redescendre le stress. Si je fais redescendre le stress, on a vu, le stress, il coupe le fonctionnement du cerveau. Si je fais redescendre le cerveau, il peut reprendre le dessus et du coup, le cerveau, il va pouvoir fonctionner. Il va pouvoir reprendre un fonctionnement normal. Si le cerveau, il fonctionne, je peux prendre du recul sur la situation, je peux analyser les trucs autour de moi, je peux savoir utiliser les ressources différentes qu'il y a autour de moi. C'est le petit acronyme, la DECIDE, définit le problème. Quel est le problème? Ok. Mon avion s'est crashé, c'est quoi le problème? Ok, l'avion s'est crashé, je suis perdu au milieu de la nature, j'ai des besoins vitaux qui ne vont pas être assouvis et tout ça. Évalue la gravité réelle. Est-ce que je suis paniquée, j'ai oublié mon sandwich de ce midi, je pars en rando à la journée, quelle est la gravité réelle? Est-ce que ma vie est en danger parce que j'ai oublié mon sandwich à midi? Considère les options. Peut-être que je peux faire demi-tour et aller jusqu'à la boulangerie. Peut-être que je peux continuer ma rando et la faire sans sandwich, et puis c'est pas grave, ça m'apprendra. Peut-être que je peux aller jusqu'au refuge et puis acheter une tarte aux myrtilles au refuge. Enfin voilà. Identifie la meilleure option, décide et passe à l'action et évalue l'efficacité. C'est le petit truc. Donc l'idée c'est, il faut arriver à faire redescendre le stress pour prendre du recul et pour commencer à réfléchir au problème. Deuxième point, c'est de travailler sa rusticité, sortir de sa zone de confort. Il y a plein de gens qui vont dire ouais, il faut vous dépasser, il faut sortir de votre zone de confort. Alors sortir de votre zone de confort pour sortir de votre zone de confort, c'est rigolo, mais tout le monde ne kiffe pas le délire. Par contre, c'est intéressant de travailler sa rusticité parce que plus vous allez être exposé à des situations différentes et variées, et plus vous allez être capable de vous adapter quand il y a un truc nouveau qui va arriver. Ça va muscler vos capacités d'adaptation et d'improvisation, ça va créer des précédents. Si vous avez des fois des nuits où vous galérez, vous avez hyper froid parce que vous n'avez pas choisi le bon sac de couchage, vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout, vous avez créé un précédent et du coup, vous vous dites qu'après, peu importe ce qui va vous arriver, ça pourra difficilement être pire. Vous avez déjà vécu ça et donc vous allez relativiser toutes les situations qui vont se présenter à vous. Il y a le petit dicton, c'est entraînement difficile, guerre facile. Si vous vous exposez à des situations un peu intenses de temps en temps, tout va vous paraître plus simple derrière. Apprendre à positiver, voir le verre à moitié plein. Alors, ce n'est pas juste la positive attitude pour le plaisir de la positive attitude, c'est le fait de voir le verre à moitié plein. Ça va vous permettre d'identifier les ressources. On ne va pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on a perdu, parce que de toute façon, on ne l'a pas, on l'a perdu. Donc, ça ne sert à rien de s'attarder dessus, on va plutôt voir ce qu'on a. Et grâce à ça, parce que la solution, elle va se trouver dans ce que vous avez, dans les ressources que vous avez. Donc, le fait de positiver, c'est ça, c'est de voir les choses que vous avez et de ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Donc sur les ressources matérielles, humaines, c'est vous, votre groupe, les ressources techniques. Réfléchir et observer, c'est déjà un début de solution. Ça, c'est super important parce qu'en plus, le cerveau humain ne connaît pas la négation. Donc si je vous dis, n'imaginez pas un avion en train d'atterrir là juste derrière, tout le monde a pensé à l'avion et tout ça. Donc,
focalisez-vous sur le positif, sur les mots, sur le contenu que vous avez. Ne vous attardez pas sur ce que vous n'avez pas. Donc pour résumer la chance, dans certains cas ça peut être cool. Il n'y en a visiblement pas beaucoup parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de situations de survie. Après il y a peut-être un biais, c'est que quand on cherche sur internet et tout, les situations de survie qui sont dues à la chance, c'est peut-être vachement moins intéressant à raconter. Alors peut-être qu'on en trouve moins pour ça aussi. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup de situations de chance. Par contre, la chance a son rôle parce qu'elle va vous permettre de garder espoir. Et l'espoir, c'est plutôt important. La préparation, ça va être à vous d'identifier les risques majeurs auxquels vous souhaitez vous préparer et auxquels vous pensez être exposé. Et ensuite, vous allez devoir créer des routines, des automatismes, simplifier au maximum les process, garder les choses simples, créer des ancrages émotionnels pour fixer encore plus durablement les connaissances et les compétences, et puis externaliser, faire des fiches, faire des petits supports externes pour vous aider, des vidéos, enfin après c'est comme vous voulez. Et apprendre à adapter, à prendre du recul, donc à la fois faire redescendre le stress et à la fois travailler votre rusticité, vous exposer à des situations différentes pour être plus à même de répondre quand vous avez des situations nouvelles qui arrivent inédites. Pour ceux qui sont intéressés par ce petit PowerPoint, parce que je vois qu'il y en a qui prennent des photos et tout, j'ai pas eu le temps de le mettre en ligne encore, mais je vais le faire dans la semaine. Vous pouvez soit aller sur le site de Time on Target, je vous mets la référence à la fin, soit sur mes réseaux sociaux, et m'envoyer un petit message si jamais j'ai rien mis la semaine prochaine, mais je vais le mettre, je le mettrai en post, ou je vous enverrai le lien, comme ça vous pourrez télécharger en PDF ce document-là. Je voulais juste rajouter les sources et les références et tout ça, comme ça vous aurez le truc en intégralité. Donc bah voilà, c'était ça, c'est ce que je viens de dire. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, on va faire passer un micro pour que tout le monde puisse profiter des éventuelles questions. Alors ça peut être sur la conférence là, ça peut être sur des situations que vous avez vécues, des choses que vous voudriez rajouter. Qui a des questions ? Personne n'a de questions ? Bon alors. J'ai été trop claire. Ouais, c'était super clair. Merci beaucoup, Eleonore. Bah, merci à tous. Et puis si vous voulez me retrouver, je suis sur le stand de Time on Target. On propose des animations régulièrement. Merci beaucoup. Merci, Eleonore.